Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, puisque ce n'est pas une, mais deux histoires d'horreur japonaises que je vais vous raconter aujourd'hui. Deux histoires terrifiantes et mystérieuses. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'une d'entre elles est un réel témoignage traduit par mes chères traductrices. Saurez-vous découvrir laquelle est vraie ? Allez, c'est parti. On se lance dans la Japan Horror Story numéro 29. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Il faisait nuit noire et la ruelle n'était éclairée que par un vieux réverbère clignotant. Ça prouve à quel point personne ne s'occupait de ce côté de la ville. Il était comme laissé à l'abandon. Dans cette ruelle en question, il y avait une vieille maison qui a été réputée pour être hantée. Évidemment, c'était une rumeur générale qui circulait dans notre ville. Une rumeur que tout le monde connaissait. Et quand une rumeur circule autant que celle-ci, on peut la considérer comme une légende urbaine. Il y en a des bien connues chez nous au Japon, mais celle-ci n'était pas mondialement connue. Elle ne dépassait pas notre ville. Avec mes amis, on a donc décidé de se lancer un défi. Entrer dans cette maison supposée être hantée. On voulait vérifier si ce qui se racontait était vrai ou si c'était juste un ramassis de conneries. Le problème, c'est qu'au moment où on a décidé de se rendre dans la maison, un de nos amis, prénommé Kenta, s'est, je pense, perdu et a tout simplement disparu. Le défi était donc arrivé à un point mort. On l'avait juste envoyé acheter de l'alcool et il n'est jamais revenu. La première question qu'on s'est posée, c'est comment avait-il fait pour se perdre sur le chemin ? Surtout que notre ville n'est pas bien grande. J'ai commencé à regretter le fait de l'avoir laissé y aller tout seul, et j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la supérette. C'était quand même la nuit, et malgré tout, il peut toujours y avoir des malades quel que soit l'endroit où l'on habite. À ce moment, je ne pensais pas vraiment à tout ça, et je lui en voulais juste en me disant qu'il avait juste eu trop peur pour réaliser le défi et qu'il avait tout gâché. J'avais vraiment envie d'entrer dans cette maison. Le lendemain, en début de soirée, avec mes amis, nous nous sommes retrouvés dans un coin de rue. La nuit était passée et on a décidé qu'on allait partir à la recherche de Kenta. Il était fort probable que cette tête en l'air s'était perdue sur le chemin de la montagne. Ah oui, je l'ai pas précisé au début, mais notre ville se trouvait au pied d'une montagne. Il y avait une vue magnifique. Autant notre ville était pauvre en habitants et pas très belle, mais le paysage autour de cette montagne redorait l'image de celle-ci. On savait tous que Kenta aimait aller se promener sur les sentiers de la montagne, et c'est sûrement ce qu'il avait dû faire pour échapper au défi. Sauf que ces sentiers étaient plutôt dangereux, et il était assez facile de se perdre quand on y allait seul. Un de mes amis a commencé à nous parler de la légende du fantôme qui hantait la vieille maison de la ruelle. Par contre, attention, vous connaissez la légende de la ruelle. Le fantôme de la maison est supposé apparaître bientôt sur la route principale, alors faites attention. Nous sommes restés figés, et nous l'avons regardé l'air abasourdi. Il a continué sur sa lancée. Si vous le voyez, n'ayez aucun contact visuel avec lui. S'il vous voit, il vous hantera. N'ayez jamais de contact visuel. Jamais! Suite à ça, j'ai pris la route à la recherche de Kenta. La nuit était déjà tombée. Je marchais tranquillement, tête baissée, en me remémorant les paroles de mon ami. N'ayez jamais de contact visuel. Jamais! C'était vraiment flippant quand même. Mais je savais que c'était juste une vieille tentative pour nous faire peur. C'est là que je me suis dit que dans les films d'horreur, c'était le genre de mec à mourir en premier. Perdu dans mes pensées, je continuais d'avancer. Quand soudainement, je m'aperçus que j'étais arrivée face à la route principale, celle dont notre ami nous avait parlé plus tôt. Je me suis arrêtée et j'ai fixé celle-ci. Ouais, bon, ok. La nuit, elle faisait vraiment flipper cette route. C'est là que je l'ai aperçue, cette silhouette au loin. Elle était quelque peu recroquevillée. J'ai plissé les yeux pour essayer de mieux voir, mais il faisait trop sombre pour que ça s'améliore. Hé, Kenta ? C'est toi ? Je me suis un peu approchée, mais de façon très prudente. De là où je me trouvais, j'entendais la silhouette faire des bruits de mastication. C'est comme si elle était en train de manger quelque chose. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il était en train de se passer. Soudainement, la silhouette est apparue beaucoup plus clairement. Comme ça, d'un coup. C'était une espèce de femme fantomatique. Elle s'est tournée vers moi de façon très anormale, comme si les os de son corps étaient brisés et qu'elle pouvait se tourner dans n'importe quel sens. Du sang se trouvait autour de sa bouche. Elle en avait absolument partout sur sa robe blanche. Elle continuait de mastiquer quelque chose, je ne voyais pas ce que c'était. De la chair peut-être ? Vu la couleur rouge autour de sa bouche et sur ses dents, c'est la première chose qui m'est passée par l'esprit. La femme a tourné son regard noir vers moi et m'a fixé dans les yeux.
J'ai été tellement surpris que j'ai tout de suite détourné les yeux. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai répété cette phrase au moins une dizaine de fois, tandis que je détournais les talons et que je reprenais le chemin inverse avec une vitesse que je ne contrôlais pas. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je me sentais totalement paniquée. J'essayais de me persuader que je n'avais rien vu. Tandis que je continuais de marcher rapidement, je me demandais si cette chose n'était pas en train de me suivre. Je priais pour que ce ne soit pas le cas. Je jetais un coup d'œil furtif derrière mon épaule et il n'y avait rien du tout. Je me suis sentie soulagée. Et j'ai soupiré de soulagement. Bon, même si je l'avais vu et que j'avais été maudit, cette chose avait dû m'enlever 10 ans de ma vie et me laisserait maintenant tranquille. J'ai donc décidé d'oublier tout ça. J'ai continué d'avancer en me disant qu'il était temps pour moi de rentrer chez moi. Il était vraiment tard et je commençais vraiment à fatiguer. J'ai donc continué à marcher dans la rue quand, sous un réverbère, j'ai aperçu quelqu'un assis par terre, dos à moi. Je percevais directement qui était cette personne. C'était Kenta. Je me suis sentie en colère contre lui, parce que je me suis dit qu'il nous avait vraiment pris pour des imbéciles pour le coup, et qu'en fait il ne s'était jamais perdu. Il avait toujours été là depuis tout ce temps. Je m'approchais de lui quand il a levé la main en pointant une direction du doigt et il m'a dit « Retourne à la maison hantée. » Attendez, quoi? Mais de quoi il me parlait? Je n'étais jamais entré dans cette maison. Kenta s'est tourné vers moi, il avait l'air mal en point. Il a laissé échapper les mots suivants avec une voix plutôt faible. « C'est toi, Koji. Oh, je me sens pas bien. » Je me suis dirigée vers lui pour lui tendre la main. Il avait sûrement trop bu, cet imbécile, et il devait juste être bourré. J'ai pris sa main dans la mienne pour l'aider à se relever, en me disant que j'avais sûrement dû halluciner tout ce temps. En même temps, j'étais vraiment fatiguée. Pendant que je relevais Kenta, il a dit « Au fait, Koji, Tu m'as vu tout à l'heure, non ?» Le visage de la femme est apparu face au mien, remplaçant Kenta. Je me suis retrouvée immobilisée par la peur. Son regard était plongé dans le mien. Ce jour-là, ce n'est pas Kenta qui a disparu, c'est Koji. Je suis maman d'un enfant de 7 ans et j'ai un témoignage très bizarre à vous raconter aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que je n'ai aucune aptitude pour percevoir les choses surnaturelles, ni même aucun sixième sens, comme on l'appelle. D'ailleurs, je ne crois même pas aux esprits, mais j'ai tout de même vu des choses étranges. J'ai commencé à préciser que j'étais maman d'un enfant de 7 ans et je ne l'ai pas fait pour vous raconter ma vie ou quoi que ce soit d'autre. C'est un détail très important car l'histoire tourne autour de celui-ci. Un jour, tandis que je faisais un peu de ménage dans ma maison, j'avais laissé mon petit garçon qui à l'époque avait 5 ans devant la télévision dans le salon. Le plus souvent, il avait le droit à 2 heures de télévision par jour maximum, car je ne suis pas le genre de mère qui aime que son enfant passe son temps enfermé et surtout devant un écran. Donc 2 heures par jour, je l'autorisais à regarder des dessins animés. La plupart du temps, je lui apprenais à faire quelques tâches ménagères. Je faisais des jeux éducatifs avec lui pour son développement. J'ai toujours été une mère aimante et aux petits soins avec mon enfant. Pendant sa session de télévision, je m'occupais du repassage du linge tout en jetant un œil sur mon fils de temps en temps. J'essayais de faire des tâches ménagères plutôt calmes et qui me permettaient de rester dans la même pièce que mon fils quand il était devant la télé. En réalité, mon fils était un enfant assez calme et discipliné, mais il avait cette sale manie de bouger tout le temps et de ne pas rester assis sur le canapé. J'avais beau lui répéter que pour regarder la télévision, il fallait rester assis sur le canapé, que c'était inutile de se lever et de s'approcher de la télé, mais rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à rester immobile durant tout ce temps. Et c'est là que le drame est arrivé. Encore une fois, il s'est levé pour se coller à l'écran de la télé, et je l'ai vu trébucher pour se cogner la tête contre le meuble télé tandis qu'il tombait. Sa chute a été étonnamment fulgurante et sa tête a percuté assez fort le meuble. Je me suis empressée d'aller vers lui pour voir s'il se sentait bien. Il n'a rien dit, et peu importe le bruit assourdissant que sa chute a causé, il n'a même pas daigné pleurer. J'ai été très inquiète de sa réaction, car la chute était vraiment très violente, et à cet âge-là, les enfants ont encore la tête très fragile. J'ai donc décidé de l'emmener voir un médecin. Je l'ai donc pris avec moi, nous sommes montés dans la voiture, et j'ai commencé à rouler en direction d'un cabinet ouvert. Malheureusement, ce jour-là était férié et il était impossible de trouver un seul cabinet ouvert. Tout avait l'air fermé. J'ai cherché pendant plusieurs heures. Désespérée, j'ai décidé d'appeler ma belle-fille, tandis que j'étais arrêtée sur une borne d'arrêt d'urgence. Elle m'a dit que seul l'hôpital était ouvert et m'a proposé de venir avec nous, ce que j'ai accepté. J'ai donc roulé jusque chez elle. Je me suis dit qu'elle aurait pu prendre soin de mon fils jusqu'à notre arrivée à l'hôpital. J'ai roulé jusqu'à sa maison, elle nous attendait déjà dehors, l'air assez inquiet. Elle est montée à l'arrière de ma voiture pour se mettre près de mon fils. Nous avons roulé jusqu'aux urgences.
Quand nous sommes arrivés, le parking était bondé et je me suis dit que nous allions attendre des heures. J'étais choquée de voir qu'il pouvait y avoir autant de monde un jour férié. Nous avons tout de même décidé de nous garer là où nous pouvions et nous sommes entrés dans le bâtiment. Je vous épargne les détails de notre arrivée à l'accueil jusqu'à l'attente en salle d'attente. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le temps qu'on soit pris en charge a été vraiment long. Très long. Des heures sont passées quand soudainement j'ai entendu mon nom. Nous nous sommes levés en vitesse et mon fils a enfin pu consulter un médecin. Heureusement, mon enfant n'avait rien de grave. Plus de peur que de mal, comme on dit. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, le petit avait les dents qui claquaient de froid. Car oui, nous étions en hiver à cette période. Alors nous nous sommes dépêchés de remonter dans la voiture. L'entrée des urgences se fait via la grande rue, mais pour rentrer chez nous, il était plus simple d'emprunter la sortie qui donne sur l'arrière, dans une rue assez étroite. Je me suis engagée donc dans cette ruelle à sens unique. Je conduisais la voiture et j'étais concentrée pour manœuvrer le véhicule dans cet espace étroit. Cependant, ça ne m'a pas empêché de voir apparaître à environ 4 mètres au-dessus du sol sur un poteau électrique un visage presque humain. On aurait dit le visage d'un mannequin de magasin. Il avait le visage plat et le crâne anguleux et creusé, comme celui d'un kappa. Vous savez, ces démons des eaux qui entraînent les hommes et les animaux dans les profondeurs et qui ont la réputation de se faire repaître de la chair des jeunes enfants. En voyant ça, j'ai été complètement chamboulée et j'ai failli faire une mauvaise manœuvre à cause de ça. Je me suis demandé pourquoi un mannequin est posé à un endroit pareil. C'est vraiment bizarre. À ce moment précis, le mannequin a bougé. Il a tremblé et s'est glissé dans l'ombre du poteau électrique. J'ai soudainement arrêté la voiture en plein milieu de la route, au niveau du poteau électrique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'étais pas du tout rassurée. J'ai levé les yeux vers le haut du poteau et je n'ai vu aucune trace de personne ou de mannequin. Ma belle-fille qui se trouvait à l'arrière de la voiture et qui est restée concentrée à s'occuper de mon fils a levé les yeux vers le poteau elle aussi, en regardant à travers le pare-brise. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je peux vous dire que ma belle-fille a horreur de tout ce qui peut faire peur et j'ai donc pris la décision de ne rien lui dire pour ne pas l'effrayer. J'ai donc remis la voiture en marche et nous sommes tranquillement rentrés à la maison. Le reste de la route s'est très bien passé. Je ne crois pas du tout aux fantômes. Aussi, je ne m'attendais vraiment pas à voir quelque chose d'aussi inconnu et inquiétant de ma vie. La question que je me pose encore à l'heure actuelle est « qu'est-ce que j'ai vu ce jour-là ?» Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, vous avez réussi à trouver laquelle était vraie ? Difficile, n'est-ce pas? Surtout quand il est question de paranormal ou autre chose inexplicable. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire quelle histoire vous semble la plus véridique dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.